toute cette région-là, il y a une décision de la pousser jusqu'au Litanie et raser complètement tout ce qu'il y a entre la frontière internationale et le Litanie. Carrément rasé, évacué et rasé. Nous sommes en ligne avec le colonel Meir Dahan. Meir, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Alors voilà, on vient de diffuser une chronique particulièrement émouvante d'une de nos consoeurs dont le fils est actuellement au combat au sud Liban, dans ce qui semble être une zone de sécurité. Alors on voudrait essayer de comprendre un peu quel est l'objectif des forces israéliennes donc dans cette zone de sécurité, dans ce sud Liban, en deçà du fleuve Litanie. Alors très peu de sécurité dans la zone de sécurité, comme vous pouvez l'imaginer. Les combats sont très intenses là-bas. Et la stratégie est très claire. Justement, rendre cette région, la rendre une zone de sécurité pour l'avenir, comme quoi il y a 160, un peu plus même, villages chiites, tout le long de la frontière israélienne. Je parle de la frontière internationale reconnue. Que de là-bas où tous les problèmes sont venus. Leur maison est devenue des fiefs Hezbollah, hyper chargés par des munitions, des missiles, de tout ce que vous voulez, sans compter les tunnels et les trous qu'ils ont fait là-bas de rechargement dans les réserves naturelles. Donc toute cette région-là, il y a une décision de la pousser jusqu'au Litanie et raser complètement tout ce qu'il y a entre la frontière internationale et le Litanie. Carrément rasé, évacué et rasé. Et maintenir. Alors, je voudrais mieux comprendre, pour expliquer mieux cela à nos auditeurs, combien y a-t-il de forces dans cette zone du Hezbollah? Combien y a-t-il de terroristes? Parce que on a le sentiment que l'essentiel du mouvement terroriste est de l'autre côté du fleuve Litanie, vers le nord. Est-ce que je me trompe? Oui, un peu, parce que ça s'est bien passé comme ça, en première période de cette guerre. Et puis, au fur et à mesure, ils sont revenus, car il faut comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est leur maison. Les villages, c'est des villages chiites qui sont des supporters, c'est eux-mêmes. On se rappelle encore des différentes diffusions, des pubs qu'ils ont fait, et des forces Radouane qui tournaient là-bas tout le long de la frontière avec leurs motos et leurs drapeaux de Hezbollah et tout ça. Tout ça, c'est fini. Mais quand même, il y a eu encore quelques milliers qui sont réinfiltrés de retour au fur et à mesure. Vous savez, ils ont le système classique comme à la bande de Gaza. Ils se baladent en civil, alors que leurs munitions et leurs armes sont dans des fiefs en face. Ils rentrent dans une maison ou dans une cage, et en 2 minutes, il est combattant avec tout ce qu'il faut. Mais normalement, Meir, tous les civils ont été évacués dès le début de la guerre. Hein. Il y a eu un exode massif, on va dire, des civils du sud Liban vers le nord. Jusqu'aux accords américano-français, anglais et Israël et Liban, à partir de ces accords, les habitants sont revenus dans leurs maisons et, comme j'ai dit tout à l'heure, les habitants abritent, d'abord c'est eux-mêmes et par la suite, ils abritent tous ceux qui sont réinfiltrés. Aujourd'hui, le Hezbollah agit par des petits groupes et non plus comme pyramide qu'il avait à l'époque. Il a des petits groupes de forces qui s'installent et qui agissent à leur façon. Très peu de commandement général. Et voilà à quoi on fait face. D'ailleurs, on rencontre aujourd'hui, nos soldats rencontrent des combats face à face, pas mal, beaucoup même. Et il y a eu plus de 450 Hezbollah morts depuis le début de cette opération-là, depuis ils ont intervenu. Est-ce que on peut dire par exemple que l'armée de l'air israélienne bombarde les positions du Hezbollah qui sont au nord du Litanie pour totalement tenter de les déstabiliser, de les rendre plus inoffensifs? Bien sûr, je ne sais pas si vous remarquez, mais ces derniers temps, il y a très peu de bombardements à la Daria.
Oui. C'est parce que ils sont pratiquement très peu d'activités de là-bas. Mais aujourd'hui, on n'hésite pas d'attaquer à l'ouest de Beyrouth parce qu'ils croient qu'ils sont protégés là-bas. Et ben non. Et à Saïda, et à Tzor, enfin, on attaque de partout. Baalbek, il y a très peu d'attaques. Comme depuis que la frontière syrienne-libanaise est plus contrôlée par le côté syrien et il y a très peu d'activités iraniennes terrestres, alors on n'a plus besoin de s'attaquer à la Baalbek. Donc si vous voyez, toute la topographie a changé complètement. Et à côté de ça, je dois signaler, avec tout le mal, mais signaler le peu de pertes qu'on a depuis le début de cette opération. Chacun est très très important. Moi-même, j'ai subi deux blessés avant-hier et 2 soldats blessés. Mais bon, très peu de pertes, très peu de blessés par rapport à l'ampleur de l'activité, et croyez-moi, l'ampleur est très importante. Ça veut dire que l'armée progresse lentement mais sûrement, c'est cela? C'est l'objectif? Lentement, c'est pas le mot, au contraire, il a fait très rapidement, il a pris position et on travaille d'une part en arrière pour nettoyer et rassurer, et au fur et à mesure, on fait des petits trades à droite, à gauche, en avant. On fait un travail extraordinaire, une stratégie vraiment intéressante. Alors, puisque vous parlez de stratégie, je vais poser une question que l'on entend souvent sur les plateaux de télévision, peut-être parfois de manière un peu on va dire erronée. Est-ce qu'il y a une stratégie de sortie de cette crise avec le Hezbollah? Est-ce que les Israéliens parallèlement négocient avec le Liban, qui semble aujourd'hui, le gouvernement libanais, être particulièrement hostile au mouvement terroriste? Depuis le temps, Daniel, depuis le temps qu'on se connaît, vous comprenez, vous savez très bien, je ne touche pas à politicien. Non, je sais bien. Je suis soldat. La question rime à la politique. Le rôle de l'armée, c'est de créer des conditions, faciliter les négociations politiques afin d'arriver à des accords favorables. On l'a bien fait à la bande de Gaza. Est-ce que ça a été bien réussi, l'étape politique ou pas? Je ne sais pas. En Liban, première phase, ça a très très bien marché, et ça a été très bien négocié. Et la décision de maintenir 5 positions à l'intérieur, au fond de 3 km, 2-3 km de Liban, de la sud de Liban, c'était génial, une grande décision. La prise de position sur le Hermon et le front syrien était aussi génie. La décision de détruire complètement les débris de l'armée syrienne à l'occasion de la révolution qui a eu chez Hamas, de changement, c'était aussi génie, un coup de génie. Mais bon. Alors justement, mais Meir, vous êtes soldat, comme vous nous le disiez, et pas politicien, mais vous avez suffisamment d'expérience pour dire, dans les années 80, on avait déjà tenté de faire de cette zone du Sud-Liban une zone de sécurité. Qui a marché très bien pendant 20 ans. Très très bien. Mais ce qu'on a adopté en parallèle, c'est un dynamisme de laisser aller, et voilà où on en est. Et alors, pourquoi l'armée israélienne s'était retirée en mai 2000? En 2006, on s'est retiré. En mai 2000. Ah, en 2000, pardon. Décision. Une décision. Vous savez, on a subi là-bas pendant 20 ans, depuis la première guerre du Liban, on a perdu pas mal. Ça a causé des dégâts très importants. Et comme en tant que public, on sait le faire aussi bien. Il y a eu des émeutes internes, ça a fait un vague politique et sociale très très difficile en Israël. Et je comprends bien qu'à un moment il a fallu, la façon dont ça a été fait, oui, c'était pas terrible.
Voilà, non, pas terrible, c'est un joli mot. Oui. Alors, une dernière question, Meir, parce qu'on approche la fin de notre entretien. Un mot sur ce qui se passe en Iran tout de même. L'armée continue à bombarder. Est-ce que là aussi, il y a un horizon clair, ou alors on fait tout pour terminer, on va dire... Avec l'Iran, rien n'est clair. Avec l'Iran, rien n'est clair, et malheureusement, dans ce front, celui qui le gère, c'est le Rouquin, qui est mal prévu. Imprévisible. Mais je crois que derrière les coulisses, il se passe beaucoup de choses. On le sent d'ailleurs. Alors vous un pronostic comme ça, le Rouquin, comme vous dites, il va aller vers une confrontation, une offensive terrestre des forces américaines, ou alors il va aller vers la négociation et vers un accord? Alors, vous savez, quand on sait que chaque jour, il y a 500 avions qui montent en l'air et qui bombardent là-bas, n'importe quoi, ok, ça fait des dégâts et ça fait des faiblesses. Et on le voit. Et au point de vue économique, au point de vue politique, on voit le Premier ministre ou le président, je ne sais pas comment il s'appelle, Pezeshkian, avec les gardes révolutionnaires, ça devient tendu de plus en plus, on l'entend, c'est la première fois d'ailleurs. Et puis, on voit au fur et à mesure, il s'affaiblit de plus en plus. D'un autre côté, je vois, dès le début, je le dis d'ailleurs à tous ceux qui voulaient entendre, que sans intervention terrestre, rien n'arrivera. Ok, et la preuve est devant nous, et malheureusement, si les négociations ne vont pas ramener de bons résultats, ok, il y aura aucun autre moyen, mais d'une intervention terrestre. 2, 3, 5 000 marins feront pas la différence, c'est clair. Israël va être entraîné là-dedans, c'est clair, c'est 100%. Donc on a un avenir très agité, très actif devant nous. On a bien compris. Quand je vois que les Iraniens font des concessions concernant le nucléaire, ne veulent pas entendre parler de balistique et de support d'activité terroriste autour. Alors je m'éclate de rire, je me dis, pourquoi faire on a fait tout ça si cette hypocrisie est toujours sur place? Ils le disent en clair. On insiste à financer le Hezbollah et le terreur dans le monde. Alors on est là, pourquoi faire? Donc je pense on a à quoi attendre encore. Je ne sais pas si vous voyez un peu le calme qui se passe en ce moment. Le calme avant la tempête. C'est pas un hasard. Je crois que ça vient de deux raisons principaux. Un, c'est ce qui se passe derrière les coulisses, entre guillemets les négociations. Et deuxièmement, une faiblesse qui commence à apparaître de plus en plus. Eh bien, colonel Meir Dahan, merci beaucoup pour toutes ces explications, à la fois sur le front nord, au sud Liban, et sur... Je dois vous dire quelque chose, Daniel, si vous permettez. Rapidement. Hier soir, quelqu'un est venu envers moi, un homme de 35 ans, il me regarde, il me serre la main, il dit, je vous suis beaucoup au Radio Calita, et dû à ça, j'ai été m'engager à l'armée. Je me suis rendu à l'armée. Ah ben voilà. C'est un nouveau habitant de France et je suis très fier et très heureux. Ah, et bien voilà, ça nous fait aussi plaisir. Merci beaucoup, justement. Merci Meir d'être toujours disponible pour nous expliquer ce qui se passe, et on vous souhaite une bonne fête de Pessah, une fête de Pessah que l'on souhaite bien entendu à nous tous, et en particulier aux soldats, dans le calme et dans la sérénité. Amen. Merci beaucoup, Meir. À bientôt. Bye, Daniel. Chag Sameach.